Nouvelle édition sur Africa Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue. Tout de suite, les titres. À la une de l'actualité, les états généraux de la communication qui se tiennent depuis hier à Libreville au Gabon sous le thème médias et communication, enjeux et perspectives. Une rencontre visant à permettre au gouvernement de mettre en œuvre des moyens pour actualiser le cadre juridique et institutionnel du secteur des médias. Et l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 6300 morts, dont des membres d'équipes médicales au Libéria. Le virus a poussé la population à changer un certain nombre d'habitudes, dont la manière de se saluer. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Tout d'abord, cette information au Mali. L'armée française annonce avoir tué Ahmed Al-Tilemsi, un chef du groupe Al-Morabitoun. Ce proche de Mokhtar Belmokhtar est le patron de la branche des opérations intérieures du groupe djihadiste Al-Morabitoun. Il est aussi l'ancien chef de la branche militaire du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moudjao. Nous développerons plus en détail cette information dans nos prochaines éditions. Ouverture ce mercredi au Gabon des états généraux de la communication placés sous le haut patronage du chef du gouvernement gabonais, du chef de l'État gabonais. Cette rencontre qui a pour thème médias et communication, enjeux et perspectives doit dessiner un nouvel avenir pour la corporation au Gabon. Ismaël Obiangzé et Thierry Menza. Les présents états généraux de la communication du Gabon sont passés par des travaux en commission. Après plusieurs jours de débats, il ressort des échanges entre professionnels du métier un questionnement. Pourquoi tant de considérations sur les journalistes, les techniciens, les producteurs avions-nous entendu autour de certaines tables? Pourquoi autant d'inadaptation des textes régissant ce secteur d'avenir, contrairement semble-t-il aux autres, ont constaté de nombreux experts? Pourquoi? Monsieur le Président, les questions sont nombreuses, mais l'heure n'est plus au questionnement. Le rendez-vous du Stade d'Angonje se propose donc d'apporter des réponses aux récurrentes questions des hommes et femmes des médias ici réunis pour repenser tout un secteur d'activité qui a mal à son fonctionnement. Face aux défis à venir, il y a nécessairement la question des réformes qui s'imposent. Ces réformes, que nous appelons de tous nos voeux, susciteront inéluctablement une remise en question de nos convictions, un changement de nos habitudes, afin de nous adapter aux nouvelles technologies qui bouleversent notre quotidien et notre environnement, par une migration irréversible au tout numérique, conformément à l'accord de Genève 2006 que le Gabon a ratifié. La migration vers le tout numérique impose à la corporation une remise à niveau. Le président gabonais veut d'une presse responsable, crédible et capable de rivaliser avec le flot des médias qui se bousculent sur le câble. Les présentes assises ne répondraient pas à leur objectif si vous ne parvenez pas à trouver les mécanismes et les ressources nécessaires pour que nous disposions enfin d'une presse libre et de qualité. Le manque d'attrait de nos programmes de télévision et de radio, le manque de professionnalisme des éditions d'information ont pour conséquence immédiate la désaffection des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Pendant 2 jours de discussion, les états généraux de la communication bénéficieront d'un partage d'expérience des professionnels du métier du Gabon et des amis du Gabon officiellement invités par le gouvernement. Restons au Gabon pour parler de cette visite d'État du président sénégalais Macky Sall, une visite qui rentre dans le cadre de la coopération entre le Gabon et le Sénégal et également pour favoriser le partenariat sud-sud. Au cours de son séjour, le président Macky Sall a rencontré ses compatriotes vivant dans ce pays ami. C'est l'un des temps forts de la visite d'État du président de la République au Gabon. La rencontre avec la forte colonie sénégalaise dans ce pays de l'Afrique centrale. Une occasion de réitérer l'excellence des relations d'amitié qui unissent 2 peuples liés par l'histoire et le symbole. Une proximité devenue légendaire au nom de la foi divine à travers Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul.
fondateur du mouridisme. Déjà, il y a plus d'un siècle, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké a été déporté dans ce territoire. Et c'est au retour du Gabon de Mayumba que son œuvre fut davantage connue par la communauté sénégalaise et au-delà par le colonisateur qui l'avait engagé dans ce périple risqué. L'autre lien fort qui unit les deux peuples, c'est celui du travail. Au Gabon, les Sénégalais constituent une force économique importante. Et cela est le fruit d'une coopération historique entre le Sénégal et le Gabon. Je voudrais vous dire la fierté que j'ai d'être le président de cette communauté sénégalaise ici au Gabon. Votre réputation est intacte. Les autorités, comme les populations, ont un seul mot. La communauté sénégalaise est une communauté travailleuse. Elle est une communauté tranquille. Concernant l'acquisition de la carte de séjour, l'État sénégalais a un pourparler avec le Gabon pour faciliter à nos compatriotes l'octroi de ce document administratif qui jusqu'ici était assez cher. Au Maroc, 2 élèves accusés d'avoir fraudé à l'épreuve de philosophie l'année dernière lors du baccalauréat ont porté plainte contre cette décision. La justice leur a donné raison, mais l'Académie régionale de l'éducation de Marrakech remet en cause ce jugement. Les faits dans ce reportage. Sarah et Asma sont copines, plus encore elles se battent ensemble pour obtenir leur baccalauréat. Soupçonnées de tricherie l'année passée lors de l'épreuve de la philosophie, les 2 lycéennes sont contraintes à refaire l'année, pourtant elles avaient obtenu d'excellentes notes. J'ai eu 18-40 en contrôle continu et 17,5 en régional. C'est inconcevable que je puisse être accusée de fraude. Je voulais tellement intégrer les classes préparatoires aux grandes écoles. Nous avons 3 sujets à traiter en 2 heures. Il est impossible pour nous de pouvoir tricher, d'autant plus qu'il y avait 2 surveillants dans la salle de l'examen. Alors que le tribunal de première instance a invalidé la sanction infligée aux 2 lycéennes privées de leur diplôme, l'Académie régionale de l'éducation et de la formation à Marrakech affirme que l'affaire est loin d'être close. Cette sanction est basée sur le rapport d'un seul professeur. Après avoir pris connaissance du dossier, ce dernier pouvait être réglé au niveau de l'Académie régionale de l'éducation sans prendre cette ampleur. Nous avons porté l'affaire des 2 lycéennes à la Cour suprême. Une fois le jugement définitif prononcé, nous ne tarderons pas à l'appliquer. Devant ce qu'elles dénoncent comme injustice, Sarah et Esma n'ont pas l'intention de laisser faire. Elles entendent déposer de nouveaux recours pour pouvoir enfin avoir gain de cause et participer au concours des grandes écoles qu'elles rêvent tant d'intégrer. Le dernier bilan de l'épidémie à virus Ebola, selon l'OMS, fait état de 6388 morts. Le Libéria fait partie des pays les plus touchés par ce virus, ce qui pousse les habitants à changer beaucoup de choses dans leurs habitudes, notamment leur manière de saluer. 2 hommes qui se serrent la main, un geste banal et pourtant très rare aujourd'hui au Libéria. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est connu pour sa poignée de main très originale, mais à cause du virus Ebola, les gens aujourd'hui ne peuvent plus se toucher. En plus de faire face à la maladie, les Libériens doivent changer leur manière de vivre. La poignée de main, ça fait partie de notre culture au Libéria. Nous nous serrons la main, on claque les doigts, c'est notre culture. Et je pense que parmi tous les pays d'Afrique de l'Ouest, nous sommes celui qui serrons le plus les mains, voire même dans toute l'Afrique. Ebola se transmet par l'échange de liquide ou de transpiration. Si un malade touche la main d'une autre personne, il risque fortement de lui transmettre le virus. Pour éviter tout risque, à Monrovia, les Libériens ont trouvé une nouvelle méthode pour se dire bonjour. Nous nous serrons la main, mais avec une nouvelle méthode aujourd'hui. Nous nous touchons les coudes, on appelle ça le buzz. Quand on buzz quelqu'un, la personne sait que c'est la nouvelle poignée de main à cause d'Ebola.
Isolée par le coton du t-shirt, l'accolade est en principe sécurisée. En Sierra Leone, pays voisin, les choses sont différentes. Afin d'éviter tout contact, les chefs de village ont instauré de nouvelles lois. Changer les habitudes des gens n'est pas chose facile. Leur solution, mettre des amendes aux personnes qui se serrent la main. Si jamais vous vous touchez, vous mourrez. Nous ne le faisons plus du tout maintenant. Dans mon district, si quelqu'un serre la main à quelqu'un d'autre, il aura une amende de 500 000 léonais. Une amende qui s'élève à plus de $100 pour une poignée de main dans un pays où le salaire moyen se situe autour de $48 par mois. Aujourd'hui, l'épidémie n'est toujours pas stabilisée. La situation en Sierra Leone et au Libéria reste très préoccupante. Le virus a fait plus de 6 000 morts en Afrique de l'Ouest en un an. L'homme ou la femme de l'année, la couverture annuelle du magazine américain Time est toujours très attendue et cette fois-ci, c'est un anonyme qui est mis à l'honneur, visage derrière un masque pour mettre à l'honneur tous ceux qui se battent pour lutter contre Ebola. Jerry Brown était jusqu'à présent l'un de ces héros méconnus. Son visage masqué à la une de Time fait désormais le tour du monde. Cet été, des journalistes étaient partis à la rencontre de ce combattant d'Ebola. C'est un travail compliqué pour vous? Très difficile, inquiétant, éprouvant. Il faut avoir des tripes pour le faire. Et parfois vous vous inquiétez pour votre propre survie? Oui, ça m'inquiète. Mais toutes ces personnes que je vois quitter notre unité et sourire, eh bien ça me donne le courage de continuer. Le magazine Time consacre cette année les médecins, mais aussi les infirmiers, les humanitaires et tous ceux qui luttent contre le virus. Marie Jaspard en fait partie. Après 5 semaines de mission en Guinée, elle témoigne sur France 24. Mon rôle, c'était de m'occuper des patients très clairement, d'aller les voir tous les jours, voire plusieurs fois par jour, donc à l'intérieur du centre de traitement avec l'espèce de tenue de cosmonaute jaune, et puis de soutenir les équipes qui travaillent là-bas, les personnels guinéens, médecins, infirmiers qui travaillent là-bas déjà depuis plusieurs mois. On sauve beaucoup de patients, ça marche bien quand on prend bien les gens en charge, et donc c'est extrêmement gratifiant comme travail. Le personnel médical prend en charge les malades, mais a aussi une autre mission tout aussi importante, la prévention. Et cela passe essentiellement, selon les responsables, par une meilleure sensibilisation des communautés, un meilleur apprentissage de la conduite à tenir. Pour sécuriser les enterrements, par exemple, car les corps des victimes restent les principaux vecteurs de propagation du virus. En Côte d'Ivoire, le 3e pont du district d'Abidjan, le pont Henri Konan Bédié, qui sera inauguré le mardi 16 décembre prochain, est le fruit des 18 années de tractation. Le projet initié par l'ex-président Henri Konan Bédié en 1996 a connu diverses fortunes avant d'être réalisé aujourd'hui. Retour sur l'histoire avec nos confrères de la télévision ivoirienne. Sortir un 3e pont des eaux de la lagune ébriée n'a pas été un long fleuve tranquille. L'histoire démarre en 1996, sous le magistère Henri Konan Bédié, fraîchement élu à la tête du pays après 2 années d'intérim, suite au décès du président Félix Houphouët-Boigny. Henri Konan Bédié veut assurer à la Côte d'Ivoire un rayonnement bien au-delà de la sous-région. Un projet voit le jour, il est dénommé les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Le 3e pont y figurait en bonne place sous l'appellation de pont Riviera-Marcory. Juillet 1996, un appel d'offres international est lancé. Novembre 1997, signature de la convention de concession. Novembre 1999, bouclage financier du projet. Jusque-là, les choses se passent comme prévu. Impossible d'imaginer que tout s'écroulerait les semaines suivantes. Décembre 1999, un coup d'État renverse le régime Bédié. L'armée s'empare du pouvoir. Les bailleurs de fonds se désengagent. L'argent n'aime pas le bruit, encore moins celui des bottes et des canons. Le pont est à l'eau. 8 ans plus tard, nous sommes en 2008. Nouvelle tentative, nouvel échec. 2011, le projet est dépoussiéré, mis au goût du jour et remis sur la table des bailleurs de fonds. Le président Alassane Ouattara a la main heureuse. Cette fois est la bonne. Les bailleurs de fonds se mobilisent pour donner vie au projet. Septembre 2011, les travaux démarrent pour ne plus s'arrêter. Juin 2014, le dernier caisson est posé. Il assure la jonction définitive des communes
commune de Cocody et de Marcory via la lagune Ébrié. Le troisième pont est né d'un long et difficile accouchement qui aura duré 18 ans. Et voilà qui referme Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur africabtelevision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.